Cette guerre, Vercingétorix ne l'a pas entreprise pour satisfaire une ambition personnelle, mais pour la liberté de tous. Jules César, La guerre des Gaules. « 2000 ans d'histoire ». Il n'y a pas si longtemps, on le sait, les instituteurs de la Troisième République apprenaient aux enfants algériens, sénégalais ou vietnamiens que leurs ancêtres étaient des Gaulois. Quitte à prendre des libertés avec leur histoire et avec la nôtre, il fallait bien donner de la cohésion aux peuples de l'Empire colonial en leur donnant un passé commun. L'histoire des Gaulois a donc largement dépassé les frontières. Mais que sait-on au juste de ces Allobroges, Arvernes, Bituriges, Carnutes, Éduins et autres peuples de Gaule, sinon ce qu'en ont écrit leurs pires adversaires, les Romains? C'est à eux et à leur chef Jules César que l'on doit le premier récit d'une histoire qui a duré à peine 9 mois. Celle d'un homme qui, en 52 avant Jésus-Christ, fut le premier à rassembler les peuples de Gaule pour chasser les Romains de ce qui allait devenir la France. Vercingétorix, roi des Arvernes, chef des grands guerriers, où en es-tu? Que vois-tu après cette victoire? Je vois tous les peuples unis. Je veux faire fuir César sur les routes qu'il a lui-même construites. Ces routes qui, sous prétexte de faire circuler les marchandises et les hommes, accélèrent les ordres de l'Empire qui nous étrangle pour satisfaire son ambition. En hommage à mon père, je vais réaliser la magie qu'il voulait accomplir. Chasser de la Gaule les Germains et les Romains. Je vous souhaite la bienvenue à Bibracte. Élisons Vercingétorix, général en chef de l'armée des Gaules. Anne de Lesseleuc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historienne, archéologue, et on vient d'entendre Christophe Lambert dans le rôle de Vercingétorix, un film de Jacques Dorfman, et auquel certains critiques reprochent de prendre pas mal de liberté avec la réalité. Cela dit, la réalité, on la connaît assez mal, puisque les Gaulois, vous le rappelez dans un livre que vous avez écrit, que je mentionnerai tout à l'heure encore, eh bien les Gaulois n'ont pas écrit leur histoire. Elle a été racontée par d'autres, et par les Romains notamment. Oui, nous savons par Cicéron, qui a rencontré à Rome un druide, Diviciac, vers l'année 60, et qui nous a retranscrit cette conversation. Donc le druide lui a dit, nous n'écrivons pas pour 2 raisons. D'abord pour cultiver notre mémoire, mais surtout pour ne pas fixer l'erreur. Oui. Nous enseignons oralement la somme de nos connaissances à nos disciples qui iront plus loin que nous et nous ne fixons pas l'erreur. C'était une réponse hypocrite, car en fin de compte, il voulait surtout que le peuple soit dans l'ignorance et qu'il puisse les influencer, les gouverner comme ils avaient envie. D'ailleurs, de même que par oral aussi, on peut commettre et reproduire beaucoup d'erreurs en histoire. En tout cas, les druides que vous avez cités, Anne de Lesseleuc, c'est pratiquement la seule chose que ces peuples ont en commun. Les Gaulois, les Gaulois sont des Celtes. Et leur il y a langue. Autre chose. Ils sont Celtes. Ils ont mais alors, langue. ils sont extrêmement nombreux. Il y a 60 tribus ou peuples gaulois. Oui, les Gaulois est un terme qui va être donné par la suite au peuple qui habite ce qui va devenir la France. Les Celtes, qui parlaient une langue indo-européenne, sont arrivés par vagues successives de l'Europe centrale et se sont fixés au fur et à mesure de leur arrivée en constituant des royaumes indépendants. Il faut bien voir que nous appelons rois parce que les textes grecs et latins emploient ce mot, mais ils n'étaient ni des rois de droit divin, ni des rois constitutionnels. C'était des chefferies héréditaires. Donc il va y avoir 67 peuples indépendants, celtiques, qui vont se fixer vers l'an 500 avant Jésus-Christ, donc beaucoup plus de 2000, on est à 2005 là, et qui vont se mélanger avec la population d'autochtones qui étaient déjà des agriculteurs et qui vivaient déjà en village. Enfin, se fixer, oui et non, parce qu'ils ont été terriblement menaçants. On dit toujours que leur histoire est bien antérieure à celle de Vercingétorix et qu'ils ont même menacé Rome. Ah ben, ils se fixent 4 siècles avant Jésus-Christ. Oui, mais ils se fixent dans ce qui va de la terre qui va devenir la France vers 500.
avant Jésus-Christ. Et le premier roi que nous connaissons de cette histoire était roi de Bourges, Jean Bigat. Il avait laissé naturellement son royaume à son fils. Il avait des neveux très turbulents et il a envoyé ses neveux en expédition pour reconquérir des terres ailleurs. Et c'est le départ des grandes expéditions et celle dont vous parlez, de Brennus, oui. au IVe siècle. Le bouclier de Brennus, et alors qui va menacer Rome, défendu par les seuls oies du Capitole, sauvé par les oies du Capitole. Alors on comprend bien entendu que bien avant César, Anne de Le Seleuk, les Romains aient pu craindre les Gaulois et faire d'eux un portrait peu flatteur. La revue de texte Stéphanie Duncan. Oui, depuis longtemps, les Romains éprouvent un mélange de fascination et de mépris pour ce peuple barbare, les Gaulois. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, déjà, Polybe, un historien grec, décrit ainsi les fantassins gaulois qui, pour mieux combattre, se déshabillent entièrement. Effrayant, dit-il, était l'aspect de ces hommes nus, remarquables par l'éclat de leur vigueur et de leur beauté. Ils étaient parés de colliers et de bracelets d'or. Alors, ils sont d'autant plus effrayants pour lui qu'ils montent à l'assaut dans un bruit assourdissant. La quantité de buccins et de fanfares était incalculable, écrit Polybe, et s'y ajoutait une si vaste et forte clameur de toute cette armée, poussant en chœur son chant de guerre. Alors, le poète Virgile, dans l'Énéide, semble moins effrayé, lui, qu'émerveillé par ces grands blonds chargés d'or. Et oui, l'or, ça intéresse beaucoup les Romains. D'or sont leurs cheveux, écrit Virgile. D'or et leurs vêtements, leurs cous blancs comme lait, sont cerclés d'un collier d'or. De hauts boucliers couvrent la longueur de leur corps. Un autre auteur, Diodore de Sicile, donne plus de détails sur leur physique. Les Gaulois, dit-il, sont blonds, de haute taille, leur chair est flasque et blanche. Les nobles portent de longues moustaches pendantes au point qu'elles couvrent leur bouche. Ils se vêtent d'habits étonnants, des tuniques de toutes les couleurs et des pantalons qu'ils appellent braies. Ils agrafent par-dessus des saillons rayés. Alors, les saillons, c'est une sorte de veste. On croirait un peu voir Obélix ou Astérix, sauf que chez Obélix, ce sont plutôt les braies qui sont rayés. Les braies, les ancêtres des pantalons. Voilà, c'est ça, d'où la braguette. Alors, Diodore de Sicile s'étonne donc de leurs vêtements, mais aussi de leurs mœurs. Quoique leurs femmes soient belles, les Gaulois, affirme-t-il, se livrent à la passion absurde pour le sexe masculin. Alors surtout, Diodore de Sicile ne donne pas du tout envie d'aller combattre ces Gaulois. Aux ennemis vaincus, ils enlèvent la tête, qu'ils attachent au cou de leurs chevaux, et quand ils rentrent chez eux, ils gardent ces têtes avec soin dans un coffre et les montrent aux étrangers de passage. Alors, dans le même esprit, Cicéron, le célèbre orateur, n'a aucune confiance en ces sauvages. Ce sont ces peuples qui, jadis, dit-il, sont allés jusqu'à Delphes, au sanctuaire d'Apollon, pour le profaner et le piller, qui à Rome ont assiégé le Capitole. Estimez-vous qu'avec leurs saillons, leurs braies, ils aient l'attitude humble et soumise? Voyez-les se répandre dans tout le forum, la menace à la bouche, cherchant à nous effrayer par les sonorités horribles de leur langage barbare. Ah oui, barbare. Anne de Le Seleuk, ces textes, vous les connaissez, vous les mentionnez dans votre livre. Il y a de la fascination, il y a de la peur, il y a du mépris, barbare. Oui, mais il faut quand même retenir une chose, c'est qu'on a une idée globale du Gaulois, comme si on avait une idée globale du français et qu'on mette sous l'appellation français un homme du Moyen-Âge, de la Renaissance, de Louis XIV ou un contemporain en basket. Donc il faut voir que ça se situe, le Gaulois se situe sur 1000 ans d'histoire et beaucoup d'histoires différentes. Je vois dans ces textes, par exemple, la description du Gaulois, ces textes se situant environ après l'an 250 avant Jésus-Christ, et qui a vu l'arrivée des Belges dans le nord de la France, et les Belges étant considérés comme les plus vaillants guerriers. Gaulois. Ouais. Et César nous dit la Gaule comprend les Belges, l'Aquitaine et la Celtique. Mais cette description des grands blonds à viande flasque s'adresse aux Belges et particulièrement à Belgos qui lui a envahi la Macédoine. Enfin, donc tous les Gaulois n'étaient pas des grands blonds, mais les Belges. Donc il y a aussi à faire la différence. Pour resituer l'auteur dans l'époque à laquelle il a écrit. Alors une histoire de Gaulois très longue, vous le dites, Anne de Le Seleuk, qui se termine au dernier siècle avant Jésus-Christ, lorsque Jules César entre en Gaule en 58, c'est le début de ce qu'on appelle la guerre des Gaules, qui va durer à peu près 8 ans, oui, enfin, qui va, même après, un peu après Alésia. Oui, mais effectivement, il entre en Gaule, mais il entre à l'appel des Gaulois, de certains Gaulois, d'un peuple gaulois, s'appelait les Éduins, ce qui montre bien quand même que, je crois que c'est César qui le disait lui-même, enfin, faut-il le croire, la guerre des Gaules, c'était un peu une guerre civile entre Gaulois au début. Oui, parce qu'on croit que les Gaulois se faisaient la guerre entre eux par
plaisir de ce châtaignier. Et enfin, faut bien savoir qu'on appelle barbare à Rome tous les gens qui ne parlent pas latin. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec les mœurs, le fait d'être barbare. Et il y avait, avant l'arrivée de César en Gaule, ces 64 peuples qui n'étaient pas tous gouvernés de la même façon. Il y avait des peuples qui étaient gouvernés par une république aristocratique et d'autres peuples qui avaient une chefferie héréditaire. Et les interventions guerrières entre ces peuples étaient déjà des interventions politiques. Et il faut voir que le père de Vercingétorix, qui appartenait au peuple éduin et qui faisait partie de la république éduenne, qui était en république, s'est allié avec des Séquanes du Doubs pour faire la guerre aux Éduennes. Il a pris des mercenaires germains comme alliés. Ces mercenaires germains sont restés en Gaule, ne sont pas repartis, et les Éduins sont allés demander au proconsul de la Gaule transalpine de venir chasser les Germains. Donc César est en effet arrivé en Gaule appelé par les Éduins. Il a même rencontré, dit-on, il aurait rencontré Vercingétorix avant d'avoir à se battre contre lui, car effectivement, en 52, les Romains étant restés en Gaule, ayant même étendu leur présence en Aquitaine, en Armorique et même en Bretagne, c'est-à-dire dans l'actuelle Angleterre, en traversant la Manche, eh bien, les Romains ont affaire à un véritable soulèvement lancé par les Carnutes de la région d'Orléans et lancé aussi par les Arvernes, dont le chef est Vercingétorix. Oui, parce que quand son père, Celtile, le père de Vercingétorix, a été tué parce qu'il voulait rétablir la royauté à son profit, on a mis Vercingétorix à l'école des druides jusqu'à sa majorité. Alors il faut voir que les 6 premières années de la guerre des Gaules, Vercingétorix n'avait pas l'âge de combattre, il n'a pas participé. Il est rentré en 54 dans la vie active et c'est l'année où César... 54 avant Jésus-Christ. 54 avant Jésus-Christ, où César a convoqué tous les chefs gaulois pour une expédition en Bretagne dont vous parlez. C'était une façon de vider la Gaule de ses chefs et de pouvoir la conquérir tranquille. Et Vercingétorix a été dans cette mobilisation sous les ordres de César. Et c'est là où il a pris conscience du rôle exact de César, qu'il a déserté et qu'il a commencé à prendre des contacts avec les autres chefs et à former une coalition avec l'appui des druides et sous le chapeautage des druides qui étaient dans la forêt des Carnutes. On écoute la musique, un extrait de la musique du film Vercingétorix. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Vercingétorix. Et c'était un extrait donc du film Vercingétorix de Jacques Dorfman avec une musique de Pierre Charvet et des paroles gauloises, Anne de Lesseleuc. Oui, nous ne pouvons pas parler la langue gauloise, nous ne la connaissons pas suffisamment étant donné que les Gaulois n'écrivaient pas, mais avec les noms de lieux et les noms des hommes et quelques mots celtiques dans la littérature latine et grecque, on a pu lancer de véritables mots gaulois dans le texte des chansons. Donc les mots sont des vrais mots gaulois sans vraiment faire des phrases. Alors ces Gaulois qui se soulèvent donc contre les Romains en 52 avant Jésus-Christ et avec Vercingétorix entre autres qui va adopter une stratégie très astucieuse en face des légionnaires de Jules César parce qu'il refuse le combat frontal. Oui, il faut dire que depuis les 6 ans de guerre, les armées romaines, les légions romaines occupaient le nord de la Gaule et César ne revenait qu'au printemps et à l'été pour faire la guerre. Il y avait 4 mois de guerre.
Vercingétorix est arrivé à faire une coalition de tous les peuples gaulois. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que lui, en Auvergne, il n'avait jamais été occupé par les armées romaines. Donc il a été le premier à concevoir le danger sans se battre directement contre l'occupation. Un peu comme on va faire à la Deuxième Guerre mondiale quand la Pologne va être attaquée, on va harceler, oui. Donc, la deuxième chose extraordinaire qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer au mois de février, alors que César n'est pas en Gaule, n'est pas prêt pour la guerre. Alors donc, un point pour Vercingétorix qui attaque en plein mois de février les armées romaines qui campent en Gaule, mais immédiatement César réplique et fait quelque chose d'encore plus insensé, il passe les Cévennes sous la neige et il arrive. Et à partir de ce moment-là, nous avons un match entre César et Vercingétorix qui consiste à surprendre l'autre et à ne pas se laisser surprendre, et autant Vercingétorix que César ne veulent pas attaquer. À surprendre l'autre et surtout à le priver de son ravitaillement, c'est ce que fait Vercingétorix en pratiquant la politique de la terre brûlée. Brûlez et réservez les granges. Tu veux notre perte? Fais ce que je te dis ou c'est moi qui vais le faire. Il est en train de brûler toute la Gaule et des légions meurent de faim. Les soldats commencent à lorgner les chevaux. C'est un stratège intelligent. Il refuse de livrer bataille. Nous devons retourner dans nos provinces. Nous allons avancer à travers le feu et attaquer Bourges. Tel le scorpion, je suivrai ma propre logique jusqu'à la mort. Voyons quelle logique suivra Vercingétorix. Alors c'était Klaus Maria Brandauer dans le rôle de Jules César. César qui va prendre Bourges, mais qui va être bloqué, bloqué par les Gaulois. À Bourges, c'était à Avaricum à l'époque. Lui, il va être bloqué par les Gaulois, César, par à Gergovie. Alors la Gergovie, première grande défaite de César, une des seules d'ailleurs de sa carrière. C'est même beaucoup plus grave que ça. C'est la première défaite de Rome face aux Gaulois depuis Brennus et l'histoire des oies au Capitole. Parce que tous les territoires, jusqu'en Asie mineure, l'Italie du Nord, la Provence, qu'avait gagné Rome, les Gaulois avaient toujours été vaincus face à Rome. Et pour la première fois, c'est César, mais c'est Rome qui est battu à Gergovie. Et si Vercingétorix a pu être vainqueur à Gergovie, c'était un siège, il faut rappeler, et donc il a résisté au siège et à l'assaut de César sur Gergovie, qui était la capitale de Vercingétorix. Oui, mais il a été un stratège très intelligent, car il ne s'est jamais enfermé dans les murs de la citadelle. Il avait occupé toutes les collines tout autour, forçant César à construire son camp dans la plaine entre les collines. Donc il avait une situation très favorable. Et à cette époque-là, les Éduins d'Autun étaient encore au service de César. Et il est arrivé à les faire retourner leur veste. Donc les troupes auxiliaires gauloises de César se sont jointes à Vercingétorix, et ça a été pour la première fois que tous les peuples de Gaule étaient réunis et que César n'avait plus d'auxiliaires gaulois avec lui. Grand stratège andalocologue peut-être, mais quand même, quelques semaines plus tard, voilà que Vercingétorix se laisse enfermer volontairement dans Alésia. Là, ça va être une sacrée défaite, devant une armée romaine beaucoup moins nombreuse en tout cas, mais alors qui va construire autour d'Alésia, autour du mont Auxois où se trouve Alésia, une fortification extraordinaire. C'était des murailles, enfin en bois je crois de 4 mètres de haut, avec des tours de 20 mètres de haut, et puis surtout une double muraille. Oui, mais il faut voir la raison pour laquelle Vercingétorix s'est enfermé, c'est qu'il avait décidé d'attaquer César qui fuyait après sa défaite vers sa province, qui repartait, et il avait décidé de l'attaquer sur la route avec sa cavalerie. Mais César, privé des cavaliers gaulois qui avaient rejoint Vercingétorix, a engagé les mercenaires germains qu'il avait justement fait fuir au début de la guerre. Et il faut dire que cette surprise de voir ces prédateurs qui étaient les cavaliers germains foncer sur les Gaulois, qui a obligé Vercingétorix à s'enfermer dans les murs. Et à Alésia, il a donc envoyé ses lieutenants pour constituer une armée de secours, mais l'armée de secours a mis trop longtemps pour revenir et a permis à César de construire ces extraordinaires fortifications avec
un réseau de fortifications faisant le tour de l'oppidum occupé par Vercingétorix, et un deuxième réseau le préservant des arrivées de l'extérieur. Oui, un réseau. Il faut savoir que le périmètre de la première fortification, la fortification intérieure entourant Alésia, qu'on appelle la la contrevallation. La contrevallation, 15 km de long, et la circonvallation, celle qui était à l'extérieur pour se défendre de l'armée de secours. Oui. César l'a fait construire, elle faisait 21 km 22 de long. kilomètres, C'est absolument on a hallucinant. retrouvé récemment un kilomètre de plus. Alors c'est effectivement, l'armée de secours, 260 000 hommes, je crois, c'était Mais phénoménal. ils n'ont pas eu le temps de combattre. Ils n'ont pas eu le temps de combattre, les cavaliers ont combattu. Mais la formidable, monumentale armée de fantassins n'a pas eu le temps de combattre parce que César a encore envoyé son arme secrète, les Germains. Et la déroute est venue des Germains qui ont poussé les Gaulois dans les pièges de César. Donc on peut dire que ce sont les Germains qui ont gagné la guerre d'Alésia. Et la guerre, donc, il y a la fameuse reddition de Vercingétorix devant Alésia, dans le camp de Jules César. On écoute encore un dernier extrait du film de Jacques Dorfman, Vercingétorix. Je suis venu t'offrir l'éclat de ta victoire, que Rome validera, et dont elle assumera la reconnaissance perpétuelle, gravée dans quelques pierres indestructibles, ou rappelée par des flammes éternelles. L'éclat de ma victoire fait peser plus encore les invisibles défaites de mon passé. Je t'ai offert d'être roi. Alors accepte la reddition d'un roi. Et donc la reddition de Vercingétorix devant César, Vercingétorix dont le destin va être triste, il va être emmené à Rome, fait prisonnier par César pendant 6 ans. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, si on a 3 secondes. C'est que César n'est plus proconsul, le Sénat ne veut pas l'admettre comme consul, il va faire la guerre civile. Il est donc proscrit à Rome. Il n'ose pas laisser Vercingétorix en Gaule, il ne peut pas l'enfermer à Rome puisqu'il est proscrit dans Rome. Et pendant 4 ans de guerre civile, il va l'emmener derrière lui. Et Vercingétorix va suivre les armées en Grèce, en Égypte, en Libye, en Espagne, et il ne rentrera à Rome que quand César va être triomphateur. Pompée est mort, César triomphe, César est consul à vie, et à ce moment-là, Vercingétorix sera enfermé dans la prison du Tullianum à Rome, où il passera ces deux dernières années avant de figurer d'être exhibé traîné à Rome et puis ensuite étranglé dans sa prison. Le soir même. Alors ce qui est étonnant aussi dans le destin de Vercingétorix, c'est sa postérité. D'abord, on n'a pas parlé de lui pendant des siècles, peut-être parce que d'abord il y a eu 500 ans de France gallo-romaine, ensuite parce que il était pas chrétien, Jeanne d'Arc était chrétienne, donc c'était une héroïne convenable au Moyen Âge. L'histoire de France. Vercingétorix non. L'histoire de France, pour les historiens de beaucoup d'époques, et encore actuellement, commence au premier roi chrétien baptisé Clovis. Au Panthéon, l'histoire de France, sur les murs, commence à Clovis. Avec les Francs, donc on a toujours cru pendant longtemps, le roi baptisé. Le roi baptisé. Nous, on a longtemps cru, avec les Français croyaient que c'était les Francs, leurs ancêtres. La France commence à la civilisation chrétienne du premier roi baptisé. Dans l'encyclopédie, c'est épouvantable la façon dont les encyclopédistes parlent des Gaulois. Enfin, c'est abominable, sauvage. Et la véritable restauration des Gaulois et de Vercingétorix va être Napoléon III. Et Napoléon III a besoin de Vercingétorix. Nous sommes à l'époque où Cavour et Bismarck vont faire pour la première fois l'unité de l'Allemagne et l'Italie. Et Napoléon III veut prouver au monde que l'unité de la France a 2000 ans. Et il va trouver que Vercingétorix a fait l'unité de la Gaule, donc l'unité de la France, ce qui est faux, car Vercingétorix a fait une confédération, mais il n'a pas créé une nation. Et Napoléon III surtout va trouver le fameux site d'Alise-Sainte-Reine où se trouve Alésia. Il y a eu une très longue dispute entre Alise-Sainte-Reine, ce sont des bagarres d'archéologues que je connais bien. Et alors il y a une autre ville qui s'appelle Alès dans le Doubs qui a dit Alésia c'était nous. En fait c'est sûrement Alise-Sainte-Reine. On a trouvé des vestiges. On a retrouvé tous les vestiges. Il y a eu certainement un oppidum à Alès. Mais pas
celui d'Alésia. Et puis on a beaucoup utilisé aussi Vercingétorix, bien après Napoléon III. Il y a une très belle formule du général de Gaulle en 52 pour le bimillénaire d'Alésia qui disait que Vercingétorix était le premier résistant de France. Oui, c'est probablement vrai quand même. Merci Anne de Le Seleuc. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Vercingétorix ou l'épopée des rois gaulois, publié aux éditions de l'Archipel. Vous avez pu entendre des extraits du film Vercingétorix de Jacques Dorfman avec Christophe Lambert dans le rôle de Vercingétorix. Vous pouvez retrouver ces renseignements ainsi qu'une bibliographie plus complète en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Michel Béziquian et Olivier Riotor, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bleuclenet, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.